Moi, je vois ça comme un mixologue du digital. C'est comme si tu faisais un cocktail, tu as des tas d'ingrédients devant toi. L'objectif, c'est de réussir à mixer un petit peu tous ces éléments. L'innovation, c'est pas sortir quelque chose de son chapeau que personne n'a vu, c'est d'utiliser quelque chose qui existe déjà et de l'améliorer. Tu vois, Alexandre Astier disait ça m'a fait beaucoup rire. Et il a dit un truc très juste. Je ne bosse plus du tout avec des connards. C'est con à dire, mais Ouais. en vrai, si tu peux pas bosser avec quelqu'un avec qui tu auras envie de prendre un café, on va se faire chier, quoi. Bonjour à tous, je suis Alexandre, le fondateur de The One Studio, un collectif de cool kids passionnés par la tech et le product. Et bienvenue dans One Shot, notre premier podcast pour pouvoir parler de tech, d'actualité, rencontrer les personnes qui créent ce monde digital. On va parler aujourd'hui de plein de choses et on va entrer dans le quotidien d'un des géants de l'hôtellerie, avec notamment un des membres de la team mobile du groupe Accor. J'ai le plaisir d'accueillir David Kéchinger. David, je suis ravi de pouvoir te parler aujourd'hui et de t'intégrer sur cette première édition de One Shot. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Et puis enchanté aussi, Alexandre, de participer à ce podcast. Merci beaucoup d'avoir répondu présent. C'est hyper important pour moi parce que ça va me permettre de poser plein de questions, d'entrer dans le quotidien d'une des applications les plus utilisées dans le monde. Accor, c'est un groupe hôtelier géant, le numéro 1 pratiquement mondial, si on enlève les US et la Chine. Tu es dans la création d'une des applications qui entre dans le quotidien de plein de gens. Comment est-ce qu'on fait ça ? Par quoi on commence ? Qui est David Kéchinger ? Qui est l'homme qu'on a le plaisir de recevoir aujourd'hui ? David Kéchinger, donc Tribe Tech Lead, côté Accor, sur la Tribe application mobile. Moi, je suis chez Accor depuis 10 ans, 10 ans sur l'application mobile. Donc, je dirais presque que c'est un peu un de mes bébés dans ma vie professionnelle. Application mobile qu'on a fait grandir, qui aujourd'hui réussit à atteindre des objectifs plutôt sympathiques et ambitieux. Quand on pense à une application mobile, forcément, on pense à ce qu'il y a autour. L'application, elle vient servir un but connexe à des hôtels. Comment ça se passe typiquement quand on veut construire une app pour un géant de l'immobilier ou si demain quelqu'un a envie de construire une app pour un hôtel en propre, comment ça fonctionne? Quelles sont les idées qu'on doit avoir? Qu'est-ce qu'on doit avoir en tête pour créer quelque chose qui fonctionne? Si tu parles au niveau hôtelier indépendant ou au niveau hôtelier groupe, dans les premières choses à savoir, c'est effectivement quelle est la clientèle qu'on veut adresser, savoir un petit peu quels sont les besoins qu'on veut fournir, être conscient du marché aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marché de l'hôtellerie, d'un point de vue applicatif, il est aussi drivé beaucoup par ce qu'on appelle les OTA, donc les Online Travel Agency. Donc c'est tout ce qui est Booking, tout ce qui est Expedia. Donc si tu devais commencer à créer ton application pour ton hôtel ou ton groupe d'hôtels, ce serait déjà de te dire, mais qu'est-ce que je vais avoir de différenciant par rapport à un Booking, à Expedia ? Qu'est-ce qui peut me démarquer et qu'est-ce qui ferait que les clients viendraient me voir ? Ça fait 8 ans, tu nous as dit que tu étais sur ce job-là? 10 ans, pardon. Comment ça a évolué sur ces 10 dernières années pour toi? Tu n'étais pas forcément à ce poste-là avant, j'imagine. Point de vue évolution professionnelle, effectivement, je suis arrivé chez Accor dans un contexte plutôt sympathique. Il y a 10 ans de ça, Accor se lançait dans son premier plan d'accélération digitale. À ce moment-là de la vie d'Accor, il y avait déjà des fronts de distribution web et app. Mais il y avait effectivement un enjeu stratégique de booster un petit peu cette présence digitale d'Accor par rapport au reste du marché. Et donc, il y avait un besoin de renforcer un petit peu les équipes et puis de voir ce qu'on pouvait développer. Donc, moi, je suis arrivé dans ce contexte-là en tant que chef de projet tech sur une application qui avait déjà quelques années d'ancienneté, mais qui était principalement une grosse coquille vide qui embarquait un site web. Et donc, premier objectif, c'était comment est-ce qu'on monte une équipe de développement mobile et comment est-ce qu'on crée une application native à hauteur des attentes de ce que les clients pourraient souhaiter avoir. Application native, j'imagine sur 2 OS différents. Enfin, j'imagine, je le sais, sur 2 OS Alors, différents. À l'époque, même 3, parce qu'à l'époque, on desservait aussi les BlackBerry. Donc, c'est une solution qui est morte relativement vite. Et donc, on est resté focalisé, effectivement, iOS, Android. Et puis ensuite, on a un pendant application mobile web mobile et desktop. Tu as participé forcément à la création d'une équipe, à la création peut-être de même plusieurs équipes qui ont dû évoluer avec le temps. Tu as grandi aussi en parallèle du projet, en parallèle des équipes, en parallèle des ambitions d'Accor. Comment on fait quand on est opérationnel dans un groupe comme Accor pour garder les pieds sur terre, réussir à créer une app qui va fonctionner, qui va servir
beaucoup de gens et j'imagine peut-être même des clients qui sont extrêmement différents et pour conserver un niveau de qualité vachement élevé? Il y a beaucoup de choses derrière cette question-là. Si on part du démarrage de ta question, est-ce qu'on crée des équipes? Oui. Il faut faire naître ces équipes-là. Donc, c'est tout l'aspect stratégique en fait des rôles qu'on a. C'est déjà d'identifier quels sont les besoins qu'on va avoir. Besoin sur le nombre de personnes, besoin sur les soft skills, sur les hard skills. Donc, quelle typologie d'équipe on a envie de monter, et typologie d'équipe qui va nous accompagner pour créer justement un projet ambitieux. Donc ça prend du temps. Ouais. On se cherche pas mal sur cette partie staffing, découverte un petit peu des profils, où est-ce qu'on a envie d'aller, de qui on a besoin d'être accompagné. Ensuite, on a aussi tout l'aspect stratégie tech. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a besoin de mettre en place et quelle est notre vision sur du court, moyen, long terme? Parce qu'on ne sait pas quelle sera l'application de demain. Et ça, c'est un des gros enjeux qu'on peut avoir. On est drivé, je ne vais pas dire au jour le jour, mais chaque mois est un nouveau mois. On le voit très bien aujourd'hui avec l'avènement de l'IA, où chaque jour est un nouveau jour pour l'IA. Dans la tech au global, chaque mois, c'est un nouveau mois avec des nouveaux enjeux, des nouvelles opportunités qui se créent. Et donc, c'est comment est-ce qu'on se prépare à ça, dans la mesure du possible et effectivement de ce qui peut être prévu. Donc, il y a cet enjeu donc, de personnes, cet enjeu de stratégie tech. Et ensuite, il y a aussi tout un volet produit, business. Là, par contre, ce n'est pas mon rôle. Donc, je laisserai ça à d'autres personnes plus compétentes. Créer une équipe, la stratégie, la déployer au quotidien, ça veut dire que tu es garant d'un résultat, pardon, mais j'imagine que tu as aussi la possibilité de pouvoir ajouter ta patte perso. Comment ça fonctionne typiquement pour pouvoir se dire, tiens, aujourd'hui sur cette application, voilà ce que moi je pense efficace, voilà ce que je pense bankable peut-être pour la suite de l'application et pour tous les clients qui vont utiliser cette application. Ça se traduit comment ça au quotidien pour toi et pour tes équipes? Alors, pour nous, ça se traduit, nous, côté équipe tech, ça se traduit déjà par un engagement vis-à-vis du produit qu'on développe. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire de la tech pour de la tech, on est là pour faire vivre un produit. Donc au final, ce qu'on attend de toute l'équipe tech, et c'est un petit peu la philosophie qu'on essaye d'impulser dans les équipes, c'est aujourd'hui, soyez ouverts aux produits sur lesquels vous travaillez, soyez actifs dessus, et puis surtout, soyez participatifs. Participatif, c'est-à-dire qu'on vient pour faire de la tech, donc trouver les meilleures solutions techniques possibles pour justement faire évoluer ce produit-là, mais aussi venez avec votre ressenti d'utilisateur, de client, potentiellement un petit esprit auto-entrepreneurial pour se dire, effectivement, moi je suis en capacité de vous proposer des choses qu'on n'avait pas identifiées, comment est-ce que ça peut se mettre en œuvre? D'un point de vue très opérationnel, pour passer un petit peu ces mots qui ne sont que des mots, c'est que sur une itération de développement, on va se laisser du temps pour tout ce qui est valeur business et produit. On va se laisser du temps pour tout ce qui est valeur tech. Et donc, c'est en fait tout notre socle technique et où est-ce qu'on a envie d'aller. Mais on va aussi s'accorder du temps sur de la réflexion et puis un petit peu de R&D. Donc, faire des phases de POC, Proof of Concept, donc tester des petites solutions, ou bien faire de la veille pour savoir qu'est-ce qui se passe chez les concurrents, qu'est-ce qui se passe sur le marché de la tech au global, qu'est-ce qui se passe sur le marché des applications mobiles, où est-ce qu'on peut avoir une carte à jouer. Tu as toujours été dans le monde du mobile? Non. Non, moi je viens pas du tout du monde du mobile. Par contre, j'ai toujours été dans la tech. J'ai commencé ma carrière il y a plus d'une vingtaine d'années en tant que développeur front. Donc moi j'ai fait du développement front, j'ai fait du développement back, j'ai fait de la chefferie de projet, plutôt sur des produits clients lourds ou applications web. Et puis un jour est arrivé le mobile dans ma vie. Et à partir de ce moment-là, par contre, ça a été un switch. Je me suis dit, il y a un souffle d'air frais qui arrive sur le marché de la tech avec les applications mobiles. J'ai envie de me lancer dedans. Il y a une opportunité qui s'est présentée sur de la chefferie de projet mobile. Je me suis engouffré dedans et puis depuis, j'y suis resté. Ça y est, c'est ton dernier amour, tu penses? Alors, c'est pas mon dernier amour et c'est ce qui est super intéressant dans nos métiers du digital. C'est qu'au final, on a un champ des possibles qui est infini. Donc effectivement, ça fait partie des choses qu'on apprend avec le temps. Il ne faut pas rester figé sur un périmètre particulier, sur une techno particulière. Il faut être hyper ouvert à tout ce qui se passe. Donc aujourd'hui, c'est concrètement, moi je sors un pas du mobile, je re-rentre un petit peu dans le web. Et donc aujourd'hui, je gère une partie du mobile
une partie du web chez Accor. Quand on se parle de gérer une partie mobile, gérer une partie du web et du rôle de Trade Tech Lead, pour le commun des mortels et par exemple pour ma maman qui pourrait m'écouter, je pense que si je dis Trade Tech Lead de l'application d'accord, elle va me dire quoi? Ça veut dire quoi concrètement être Trade Tech Lead d'une app? Alors, je vais pas le faire sur quelque chose d'extrêmement concret. Je vais peut-être vulgariser, je vais peut-être utiliser une terminologie très différenciante. Moi, je vois ça comme un mixologue du digital. Donc, mixologue, c'est-à-dire que c'est comme si tu faisais un cocktail, tu as des tas d'ingrédients devant toi. Tes ingrédients, ça va être du budget, ça va être des équipes, ça va être une vision stratégique, ça va être une vision business, ça va être une vision produit, une vision tech. Et l'objectif, c'est de réussir à mixer un petit peu tous ces éléments, faire un bon coup de checker et puis sortir des applications qui vont desservir les besoins du groupe pour lequel tu travailles, donc en l'occurrence Accor. Donc nos besoins sur l'hôtellerie répondent pas forcément qu'aux besoins d'un client final, mais répondent aux besoins des hôteliers. Et du coup, essayer de faire une application qui peps et qui donne aux gens l'envie de l'utiliser. Ça veut dire forcément une dose de défi parce que tu construis une maison en fait. Tu as des fondations, tu as l'architecture intérieure, l'architecture Mm. extérieure pour que tout fonctionne. Comment vous arrivez à faire en sorte que ça fonctionne? Les défis principaux que vous rencontrez, ils vont être de quel type? Est-ce qu'ils vont plutôt être de type tech? Est-ce qu'ils vont plutôt être de type fonctionnel? Est-ce qu'ils vont plutôt être de type business en se disant que vous êtes drivé par l'un ou l'autre ou par les trois? Comment fondamentalement ça fonctionne pour se dire que ce qu'on fait, c'est bon? C'est extrêmement compliqué. Tu as une part de pragmatique, tu as une part aussi d'inconnu. Et ça, tu pourras jamais t'en passer parce que si tu veux être disruptif, il faut partir un petit peu dans l'inconnu. Ok. Sur les pans, tu as tout. Tu as du challenge technique, effectivement. C'est-à-dire que comment tu construis l'application de demain, donc comment tu prépares les bases. Ça passe assez souvent par des grosses phases de réflexion. Et ces phases de réflexion nous amènent à nous dire, aujourd'hui, on est peut-être arrivé à une impasse, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça peut être revoir complètement une stack technique, repartir de zéro et repartir sur un nouveau langage de développement, une nouvelle architecture. Ça peut être aller chercher de nouvelles briques pour pouvoir trouver des solutions à des problématiques qu'on ne savait pas aborder. Ça peut être aujourd'hui passer par de l'IA aussi, pour nous assister sur cette création-là. Tu as un pendant forcément UX/UI. On va avoir une application qui évolue avec les utilisateurs, qui évolue avec les usages, qui évolue avec le temps, qui va donner justement une petite touche de peps et être différenciante des autres applications. Comment est-ce qu'on va répondre à leurs besoins via des mécaniques d'animation, des mécaniques de parcours client. Tu as toute une stratégie aussi sur la partie qualité. Comment est-ce qu'on fait pour que notre application, une fois qu'elle est diffusée worldwide, face à des millions d'utilisateurs partout dans le monde, qu'on sache rapidement identifier les différents soucis qui peuvent s'opérer. Ça peut être des soucis réseau, donc on revient dans de la tech. Ça peut être des soucis d'usage. Donc là, on revient peut-être sur du design et sur du marketing. Comment ça se passe dans tel pays? C'est quoi leurs usages de paiement? C'est quoi leur usage de e-commerce? Et puis, tu as toute une stratégie business à l'échelle d'un groupe. Comment est-ce qu'on dessert les besoins d'un hôtelier? Comment est-ce qu'on met en avant la qualité de ces hôtels? Puisque chez Accor, on a différentes segmentations. On part d'une segmentation qui est économique jusqu'à monter sur de l'ultra-luxe. Donc il faut aussi avoir une application qui peut éventuellement s'adapter à ces enjeux différenciants. Et ensuite, tu as un tout dernier volet qui est le volet des données. Et C'est vrai. les données, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle la data privacy. Donc tout ce qui est respect des CNIL à travers le monde, puisque on connaît plutôt bien la CNIL sur la France et sur l'Europe. Yes. On connaît beaucoup moins ces législations au niveau mondial. Et donc, du coup, c'est des enjeux complémentaires. Donc, il y a donc tout cet aspect données, les données personnelles, les données de carte bleue. Il y a tous les aspects aussi anti-fraude. Donc, on est une plateforme e-commerce. Donc, comment est-ce qu'on gère ce qui pourrait être considéré comme une fraude au niveau des affichages qu'on fait, au niveau des offres promotionnelles, etc. Et un tout dernier pan qui me vient un petit peu en esprit, qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est nos utilisateurs et nos utilisateurs en situation de handicap. Donc Yes. il y a aussi tout Ouais, un tout à fait. pan lié à ce qu'on appelle désormais l'accessibilité. Et donc comment est-ce qu'on fait pour avoir une application qui permet d'être ouverte et utilisable par toutes les personnes, quelle que soit la typologie de handicap. Ok, hyper intéressant.
Vous traitez une application depuis la France pour le monde entier. Est-ce que c'est pas un frein de temps à autre pour des questions d'expérience ou pour de l'acquisition sur de nouveaux marchés? Comment vous faites justement pour avoir les meilleurs retours et les meilleures améliorations un peu sur le principe du Think Local, Act Global? Alors, tu as raison. Je peux pas dire qu'aujourd'hui, on est 100% agnostique de notre façon de penser française ou européenne. Ça se ressent assez souvent dans des réflexions qu'on a, dans des discussions qu'on a, dans les premiers échantillons qu'on fait. C'est extrêmement compliqué de se projeter sur des marchés qu'on ne connaît pas du tout. Donc on a plutôt tendance à partir sur peut-être 2, 3 pans principaux. Un pan qui est tout ce qui est étude du marché, regarder un petit peu quelles sont les applications équivalentes, comment est-ce qu'elles fonctionnent à l'étranger, quels sont les designs qu'ils ont, les façons d'opérer un petit peu la magie du digital auprès de leurs clients. Tu as un pan qui est les relais qu'on a dans les différents pays du monde, et ça c'est un pan hyper important pour nous. Donc on a des personnes qui sont aussi là, côté business, côté marketing, côté produit, côté design, un petit peu côté tech, pour nous dire nos usages dans notre pays, c'est à peu près ça. Puis tu as un dernier pan qui est l'aspect créativité, c'est-à-dire que est-ce qu'on doit avoir une vision multi-pays ou est-ce qu'on doit par moment faire du full spécifique. Donc ça rentre un petit peu dans toute la balance de ce qu'on crée. Un hôtel, ça reste une expérience physique. L'application ou la résa sur le site web, ou en tout cas tous les outils digitaux qui ont été créés par le groupe Accor pour venir appuyer un peu ce business, comment ils fonctionnent et surtout quelle est la part qu'ils ont dans la responsabilité du succès d'un groupe comme Accor. Question avec beaucoup de volets. Ouais, question avec plein de volets. J'adore faire des questions à tiroir. Je sais que c'est super chiant d'y répondre. C'est hyper compliqué. Mais par contre, ça te laisse la possibilité de prendre toute la question ou peut-être qu'une seule partie. Eh bien, écoute, j'essaierai de prendre le maximum de cette question-là. Il y a une chose qui est claire et sur laquelle, côté Accor, en fait, on sait qu'on n'a pas envie d'aller. On ne veut pas du full automatisé, on ne veut pas du full expérientiel digital, parce que l'hôtellerie, ça reste avant tout l'humain. Et c'est important que nos clients, quand ils arrivent à l'hôtel, ils soient bien accueillis, ils soient identifiés comme un client, qu'ils puissent avoir des gens qui sont là pour les accompagner, pour répondre à leurs questions. Par contre, effectivement, l'outil digital est un outil qu'on a envie d'utiliser pour simplifier certains parcours qui pourraient être plutôt chronophages pour les équipes in-hôtel et apporter au final une plus grande valeur à être digitalisé. Au lieu de perdre du temps à faire des petites tâches, on va automatiser ces tâches-là et du coup, le personnel in-hôtel pourra se focaliser sur son cœur de métier, c'est-à-dire accueillir le client et être à ses côtés. Si on devait concrétiser ça, et au niveau de l'application par exemple, nous on essaye de transformer notre application en une sorte de compagnon de voyage, c'est-à-dire qu'est-ce que cette application peut t'apporter pour résoudre des parcours à friction lorsque tu es à l'hôtel. À titre d'exemple, aujourd'hui, on met en place une clé digitale. Et donc, c'est-à-dire qu'au lieu de passer par forcément le desk pour avoir ta clé sur toi, avoir un problème avec ta clé qui est démagnétisée, retourner au desk, etc., la clé est mise au niveau du smartphone. Et donc, c'est ton smartphone qui te sert de clé digitale pour ouvrir ta porte de chambre. Donc, tu ne peux plus perdre ta clé. Tu n'as plus ce problème de la clé Normalement, perdue. tu ne peux plus la perdre. Ouais, je vois très bien. Ça, c'est cool. Et tu as d'autres features comme ça qui vont venir impacter un peu l'expérience pour le client? On a pas mal de choses qui se mettent en place, plus ou moins simplement. Il faut voir aussi un groupe comme Accor, mais tous les groupes hôteliers à travers le monde, comme quelque chose de très, très, très hétérogène. Il faut qu'on réussisse à trouver des solutions qui vont convenir à tout le monde, des services qui peuvent être mis en place un petit peu dans tous les hôtels. Donc ça, c'est une de nos grosses complexités aussi. Mais on arrive à trouver des petits points comme ça qui sont sympathiques. On peut faire de la location de VTC. Donc depuis l'application, tu as besoin de passer de l'hôtel à l'aéroport ou tu as juste besoin de prendre une voiture pour aller quelque part. L'application te permet justement de faire cette location de VTC, de le réserver. Donc finalement, tu as la partie réservation d'hôtel, l'accompagnement sur ton parcours dans l'hôtel, mais tu peux aussi utiliser l'application Hall comme quelque chose de complètement dissocié d'une réserve d'hôtel? Alors l'application Hall, elle va avoir aujourd'hui 2 gros pendants. Un pendant qui est 100% la réservation d'hôtel, effectivement. Et donc tu vas driver ton client
pour s'inspirer sur son choix de destination jusqu'au moment où il aura trouvé, il fera sa réservation. Et ensuite, tu as tout cet aspect compagnon de voyage, c'est-à-dire qu'est-ce que l'application peut m'apporter en tant que client une fois que je suis à l'hôtel. Donc, c'est comment j'interagis avec l'hôtel, par exemple via un chat avec l'hôtelier. Donc, depuis mon smartphone, je peux discuter directement avec le desk ou n'importe quelle personne de l'hôtel pour dire, bah, voilà, j'ai un souci dans ma chambre, j'aurais besoin de ça comme information, je ne sais pas à quelle heure commence le petit déjeuner. Donc, cette interaction est simplifiée. Tu vas avoir aussi toutes ces interactions autour de l'environnement proche de l'hôtel, le service de VTC, des services événementiels pour savoir qu'est-ce qu'il y a comme événement à proximité de l'hôtel et qui pourrait t'être utile pendant ton séjour. Et tout ça est raccordé au programme fidélité, c'est-à-dire que tu peux payer une partie des activités en dehors de l'hôtel avec tes points fidélité Accor. Et donc, ça te fait une expérience un petit peu complète via ton application. Il y a des features que vous avez essayé un jour de mettre en place qui, sur le papier, étaient des bangers absolus et qui, dans la réalité, sont avérés être des flops ou n'étaient juste pas du tout possibles techniquement parlant? Alors, je pense à un truc qui était possible techniquement parlant. Par contre, ça a été effectivement un flop en termes d'usage et puis d'envie de déployer. Alors ça, je reviens des années en arrière quand je suis arrivé chez Accor. On avait fait un petit POC en réalité augmentée. Et en gros, on était en simulation, on est au bar de l'hôtel, on a des QR codes, on scanne le QR code et sur le téléphone apparaît le cocktail Sympa. ou la boisson que tu as qui est associée. Et donc, tu peux voir ta boisson en 3D, faire tourner le verre, regarder est-ce que l'aspect visuel te plaît, est-ce que la couleur est sympathique, etc. Avoir un petit peu le détail de que contient ce cocktail-là. Sur le papier, on s'est dit ça va être révolution absolue, ça va trop faire kiffer. Et en fait, Dans les faits, non. Ensuite, je pense à un autre, et on n'était pas les seuls à se lancer sur ça. Je crois que Marriott avait aussi testé l'expérience. Et pour le coup, c'est un projet que moi je trouvais hyper sympa. C'était avec les cardboards que Google faisait à l'époque, pouvoir visiter la ville ou l'hôtel depuis là où tu es. Donc soit dans ta chambre, tu arrives dans ta chambre, tu as ton cardboard qui t'attend, tu mets ton téléphone dedans et puis tu peux visiter la ville et l'hôtel sans bouger de ta chambre ou bien depuis chez toi. Je me suis dit super cool expérience, comme ça tu arrives le soir, t'es crevé, tu te dis mais j'ai quand même envie de savoir qu'est-ce qu'on va faire demain, qu'est-ce qu'il y a à proximité de l'hôtel, tac, je me prenne dans la ville sans bouger de mon lit. Pareil, ça a été un flop. Peut-être que c'était trop tôt à l'époque, hein, parce qu'on remonte à il y a 8 ans. Peut-être que c'était effectivement pas le moment de lancer une fonctionnalité comme ça. Peut-être qu'elle n'était pas suffisamment immersive. ouais, il y a plein de raisons qui font potentiellement qu'un projet fonctionne ou pas. Et je me souviens toujours de la phrase, je sais plus qui dit ça, mais on a toujours tort d'avoir raison trop tôt. C'était peut-être votre cas. T'as parlé d'immersif, forcément ça me fait penser à l'Apple Vision. Est-ce que vous avez commencé à créer des projets? Est-ce que vous pensez l'intégrer de manière pérenne dans l'expérience digitale d'Accor pour la suite? À quoi ça ressemblera du coup demain une immersion depuis son canapé dans un groupe hôtelier comme Accor? Alors l'Apple Vision, il y a eu un projet qui a été mené par Accor sur cette plateforme-là. Il n'a pas été développé. Côté application mobile, c'est un side project d'une autre équipe chez Accor. C'était pour un hôtel en particulier qui faisait son ouverture et donc avoir un aspect immersif complémentaire et un petit peu historique. Ça a été plutôt un beau succès. Ouais, trop cool. Savoir aujourd'hui comment est-ce qu'on pourrait étaler ça à plus grande échelle et quelles seraient potentiellement les perspectives, c'est un tout autre sujet. Ouais. Aujourd'hui, effectivement, ça fait absolument pas partie de notre roadmap prioritaire pour le moment. Peut-être aussi parce qu'on est peut-être un petit peu, je vais pas dire méfiant, mais un petit peu frileux sur aujourd'hui investir beaucoup de temps, d'énergie dessus, sans trop savoir qu'est-ce que ça pourrait apporter comme solution complémentaire. Ouais, je comprends. Et vous êtes aussi carrément tributaire de est-ce que la personne en face a un Apple Vision ou pas, in fine. Et on sait que c'est pas un device C'est un device facile. facile à la portée de tous. Ça coûte quelques petits sous, effectivement. Donc, je comprends que Et puis vous de la même puissiez façon, être- à la rigueur, tu souhaiterais l'équiper dans quelques hôtels et que le client le trouve dans sa chambre, ça te fait rapidement
pour ces hôtels-là, une dépense énorme pour acheter 3, 4, 5, 6, 10, 20, 50 Apple Vision pour les mettre à disposition. Ouais, c'est clair. Parce qu'il faut qu'on le rappelle effectivement, pour les auditeurs. Aujourd'hui, Accor, enfin, si on revient sur le passé, Accor, c'était 100 des hôtels en propre. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est plus le cas, effectivement. On est passé depuis quelques années en mode asset light, c'est-à-dire qu'on n'a plus les hôtels en propre. Et donc, effectivement, nous, on est là pour offrir, en tout cas sur la partie digitale, du service complémentaire. Pour bien expliquer ce que ça veut dire que vous n'êtes plus propriétaire des hôtels, mais en revanche, vous intégrez les marques ou les hôtels dans ce que représente le groupe Accor, c'est ça? C'est ça. À ton échelle, sur l'app, l'innovation pour toi, ça veut dire quoi et ça doit passer par quoi? Ça, c'est une excellente question. C'est une excellente question parce qu'il y a l'innovation qu'on imagine un petit peu et dont on rêve, et puis il y a l'innovation à proprement parler. Je ne sais plus qui disait l'innovation, c'est pas sortir quelque chose de son chapeau et puis que personne n'a vu. L'innovation, c'est d'utiliser quelque chose qui existe déjà et de l'améliorer. Et je pense qu'à notre niveau, on est plus orienté sur cette philosophie de se dire être innovant chez Accor, c'est partir de l'existant et comment est-ce qu'on rend quelque chose d'existant plus simple. Ok. Plus simple à utiliser, plus simple à mettre en place, plus simple à comprendre. Et donc c'est plus sur cet aspect-là, je pense qu'on est aujourd'hui très orienté et plutôt bon. Tu peux développer si tu veux. Non. Non, vas-y, je vais développer. Comment développer ça? Si aujourd'hui on parle de stratégie d'innovation qu'on aurait par exemple sur 2025, on va parler IA comme beaucoup d'acteurs. Alors ça, c'est important de savoir, c'est que tu vas avoir deux grandes tendances auprès des sociétés autour de l'IA, sociétés ou particuliers. C'est je suis réfractaire à l'IA, j'en parle pas, même si j'en fais un petit peu, mais en tout cas, je reste discret dessus. Ou bien j'assume que j'ai envie de passer à l'IA sans forcément tout orienter dessus. Mais je ne veux pas rater ce virage de l'IA et je veux être participatif. À notre niveau, Tribe application mobile, au niveau de l'e-commerce chez Accor, au niveau de Accor de façon un petit peu plus vaste, on a fait le choix de s'assumer sur l'IA et de se dire aujourd'hui c'est un virage qu'on prend. On veut être présent, alors il y a plein d'aspects. Est-ce qu'on parle d'IA pour le client, donc dans les solutions digitales qu'on va faire? Est-ce qu'on parle d'IA sur de l'assistance pour la partie tech, avec de la génération de code, la GenIA, etc. Est-ce qu'on parle d'IA sur de l'assistance, on va dire, individuelle et opérationnelle, sur quels sont les outillages qu'on pourrait mettre en place, les agents qu'on pourrait mettre en place pour nous simplifier des tâches de travail? Nous, on a décidé d'adresser les trois volets. Donc ça, on se parle pas de l'IA qui est le chatbot, non, on se parle vraiment d'IA plus poussée. On se parle d'IA plus poussée, on se parle d'IA vraiment à tous les niveaux. C'est-à-dire que dans la roadmap tech 2025, on a comment est-ce qu'on va faire l'acculturation des équipes au global sur l'IA. Ça, c'est un pendant extrêmement important. Acculturation des équipes, c'est que tu auras énormément de personnes qui sont réfractaires à l'IA dans tes équipes, quelles que soient les équipes dans lesquelles tu vas travailler, que ce soit sur de la tech, que ce soit sur du produit, que ce soit sur de la QA. Il y aura toujours des personnes très réfractaires à l'IA. L'objectif, c'est pas de changer complètement leur philosophie, mais l'objectif, c'est de les rassurer et c'est de les accompagner à comprendre pourquoi est-ce qu'on veut s'orienter sur cette stratégie-là, qu'est-ce que ça leur apportera dans leur quotidien et aussi qu'est-ce qu'ils pourront en tirer, eux, comment ils vont pouvoir recentrer leur métier par rapport à cette techno. Donc on a ce volet tech. Donc le volet tech sur l'IA, c'est toute la partie tooling. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'on peut automatiser? Ou est-ce qu'on peut se débarrasser, nous, l'esprit, en ayant une automatisation qui se fait via l'IA? Ça va être la génération de code potentiellement. Comment est-ce qu'on peut simplifier nos tâches de travail et peut-être améliorer un petit peu notre rendement, ou en tout cas simplifier des étapes qui sont chronophages dans notre quotidien. On va avoir de l'IA côté produit aussi. Comment est-ce que la tâche d'un product owner peut être accompagnée par l'IA? Alors, je te donne des exemples comme ça, mais rédiger une user story, est-ce que l'IA ne peut pas le faire plus rapidement que nous? Ouais, pour gagner un peu Quel de est temps, le ouais. gain de temps qu'on aurait à faire ça? Et justement, sur quoi on peut recentrer notre activité en tant que product owner?
Donc on teste un petit peu tout ça. Sur la partie QS, c'est qu'est-ce que l'IA peut nous apporter sur de la rédaction de tests automatisés. Donc ça, c'est un petit peu les grands pendants, on va dire, opérationnels qu'on va assumer et sur lesquels on a envie de se lancer. Donc notre innovation 2025 sur ces pendants opérationnels. Ensuite, il y a aussi qu'est-ce que l'IA peut apporter à nos clients. Donc où est-ce qu'on peut greffer de l'IA? Et ça, tu le vois dans les grandes tendances. Voyage SNCF le fait. On a beaucoup de groupes hôteliers qui commencent à se lancer aussi, donc avec des agents qui permettent d'écouter un petit peu les besoins des clients et puis d'y apporter des réponses. Tu penses que ça aura quoi comme impact sur ton équipe? Parce que du coup, tu vois une équipe qui va être plus efficace, plus efficiente, qui va pouvoir peut-être prendre le temps de se pencher sur d'autres sujets que des sujets tech et arriver plutôt sur des questions fonctionnelles, business. Ou est-ce que tu penses qu'au contraire, ça va permettre au groupe de réduire peut-être la taille des équipes? À ton niveau, tu vois quoi comme conséquence positive ou négative Mm. à cette mise en place-là? Ok. Cet aspect réflexion autour de est-ce que ça va permettre de réduire les effectifs, à date, moi, j'y crois pas du tout. Ouais, parce que c'est une grande crainte que Et tous peuvent avoir, tu je vois? pense qu'effectivement, c'est une des grosses craintes du moment. J'y crois pas. J'y crois pas parce qu'il y a l'IA, ça reste quelque chose de très froid aujourd'hui Ouais. et qu'on a besoin justement d'informations chaudes. On a besoin de sensibilité, on a besoin de personnes qui vont percevoir des interactions qui ne peuvent pas aujourd'hui être interprétées côté IA. L'émotionnel du produit, ouais. Mais à côté de ça, tu as aussi le fait que l'IA, il faut commencer par la dompter. L'IA, c'est loin d'être quelque chose de magique. On sait qu'il y a une partie des réponses qui peuvent, a priori, être hyper intéressantes et pertinentes. Mais derrière, il faut quand même savoir prendre un pas de recul et analyser ces réponses et se dire, est-ce que c'est vraiment ça que j'attendais? Donc cette facilité que semble apporter l'IA aujourd'hui, elle peut se concrétiser aussi par un besoin de vérifier tout ce qui a été généré. D'un Ouais. point de vue code, nous, c'est un petit peu les expérimentations qu'on fait. C'est que l'IA, c'est cool, ça te simplifie certaines choses. Par contre, il faut garder un gros pas de vigilance sur et un aspect très critique sur ce que l'IA t'a généré. Donc, est-ce qu'il y a un risque à ce niveau-là, donc de personnes qui risquent de perdre leur emploi ou de besoin de moins de gens? Je pense pas. Pas dans les premières années à venir. Plus tard, c'est compliqué de prévoir. De se positionner, ouais. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça nous impose en fait de faire aussi un pas de recul sur quels sont nos métiers. Et quels sont nos métiers, c'est se dire aujourd'hui, l'IA peut m'accompagner sur des tâches répétitives sur lesquelles j'ai zéro valeur ajoutée. Comprendre ça et savoir quelles sont les étapes sur lesquelles on n'a pas de valeur ajoutée et où est-ce que l'IA peut justement nous accompagner à bypasser ces étapes-là pour qu'on puisse se focaliser sur des choses sur lesquelles on a vraiment une valeur à apporter, bah c'est là tout l'enjeu en fait. À titre perso, tu as déjà fait quelques expérimentations? À titre perso, j'ai fait quelques expérimentations, effectivement. Je parle de ça parce que j'ai été assez longtemps un pseudo-réfractaire à l'IA. Pour certaines personnes de mon entourage, je suis un geek par excellence. Mais dans la vraie vie, je ne me considère pas du tout comme ça. Il y a plein de choses sur la technologie qui m'intéressent de façon assez folle. Il y en a d'autres sur lesquelles, c'est pas que j'ai une inquiétude par rapport à mon travail, c'est que je me dis, est-ce que c'est pas encore une tendance? Et puis cette tendance va s'essouffler. Ouais, elle va mourir. Et dans les tendances, on parle peut-être même de technologie cross-platform, C'est ça. de plein de trucs. Par exemple. Et donc, il y a un petit moment de temps, ouais, je regardais ça d'un œil un petit peu distrait. J'ai une grande chance dans ma vie professionnelle d'être entouré de gens qui sont extrêmement ouverts à tout ce qui se passe et qui adorent partager ce qu'elles font. Et du coup, bah là, je me retrouve entouré de 2-3 personnes qui sont hyper intéressées par l'IA, qui font des tests en permanence et qui arrivent en 2-3 mots à me dire, mais en fait, on a fait des trucs assez incroyables, regarde ce qu'on a réussi à faire. On a réussi à résoudre telle problématique, on se posait des questions pour telle chose, on a des idées de business, etc. Et au final, ça ouvre un petit peu les chakras et ça permet de se dire, effectivement, il y a beaucoup de choses qui peuvent être intéressantes à explorer avec. Donc, du coup, j'en suis à faire mon petit calendrier de choses que je fais avec l'IA. Alors, peut-être pas tous les soirs, mais on va dire qu'il y a plus une semaine de mon temps où je ne suis pas passé sur un outil IA pour soit me simplifier une tâche de travail pro, soit pour me simplifier une tâche sur des side projects de mon côté, ou bien pour juste explorer en fait le potentiel. T'es passé de néophyte à initié, en tout cas. Je suis passé de néophyte à initié, je ne suis pas passé encore au stade expert. Ouais.
Parce qu'on parle aussi beaucoup d'experts de l'IA aujourd'hui et qu'est-ce qu'un expert de l'IA? Je ne sais pas si ça sera une ambition pour moi. Par contre, effectivement, être initié, être très ouvert à ce qui se passe, je pense que c'est un pas. Il faut absolument que tout le monde mette un pied dedans, en fait. On pense quoi de la question écologique de l'IA? Parce que j'ai du mal à me positionner sur le sujet. Moi, je pense que l'IA aujourd'hui, à un instant T, va créer une dette écologique, mais je pense qu'elle va nous permettre de gagner du temps par la suite en s'améliorant, en s'optimisant, en faisant comme finalement les ordinateurs l'ont fait sur les dernières années, en étant très chronophage en énergie pour finalement l'être de moins en moins, mais tu as forcément du coup un passage obligé de plus pour moins. Est-ce que tu es de cette école-là ou est-ce que tu penses que c'est une hérésie écologique complète? Même si on n'est pas d'expert sur Ouais. le sujet et qu'on ne peut pas forcément Alors, l'avoir en effectivement, tête, mais on n'est pas expert sur le sujet. Aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi peu d'études qui se mettent en place. Et ce sujet, pour moi, je le mets dans le même panier que le sujet de la voiture électrique, où tu as un coût qui est immuable et qui est le coût de lancement. Donc, le coût de lancement de l'IA, c'est effectivement toutes les fermes qui tournent en permanence, tous les serveurs. Et donc, une consommation d'énergie qui doit être incroyable. Et je pense qu'on ne se rend même pas compte à quel point ça doit être phénoménal. Ouais. Maintenant, comme tu l'as dit, si on se projette sur du futur, effectivement, c'est un outil qui devrait nous permettre de faire des tas d'économies à une autre échelle. Est-ce que ça finira par compenser ou pas? Malheureusement, aujourd'hui, je pense que ça, c'est quelque chose qui nous dépasse complètement. ouais, très, très probablement. Il y a un truc qui m'intéresse grandement derrière le digital, c'est les hommes qui en font partie. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça qu'on a créé The One Studio, parce qu'on était persuadé que on doit remettre beaucoup plus d'humain dans le processus créatif d'un produit quel qu'il soit. Et j'ai eu le sentiment sur les dernières années que c'était un peu une course à l'innovation en se disant que tu as un concurrent qui va faire ci, on va faire la même chose, et tiens, il n'a pas pensé à ça, on va le rajouter, sans forcément se dire est-ce que c'est utile ou pas, tu vois. Et pour moi, une application, un produit, une entreprise dépend des hommes qui l'activent. T'es arrivé dans ce monde-là par hasard, tu l'as choisi comment? Est-ce que c'était une vocation? Ou est-ce que juste tu t'es dit un jour, tiens, et si j'allais dans le digital? Ok, Parce qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup, beaucoup du digital Ouais. et c'est devenu une norme. Mais quand tu as commencé ta carrière, c'était pas le cas et c'était un secteur à part. c'est vrai. Euh, J'aime beaucoup cette question parce qu'en fait, elle me fait voir aussi à quel point le monde a évolué Ouais. sur une échelle de temps humaine, en fait. Moi, quand j'ai fait mes études, j'étais très très loin de m'orienter vers le digital. Ah ouais? Absolument pas. Ok. Moi, j'avais un objectif quand j'étais plus jeune, c'était je kiffais un petit peu ce qui arrivait, les grandes tendances du moment. Alors, c'était beaucoup l'électronique, etc. Nice. Et c'était la domotique. Et je me suis dit, Tain, la domotique, ça va être super sympa. Ouais, ça va être très cool. Je m'y testerai bien. Ça s'est pas fait pour tout un tas de raisons Que nous ne voilà, spécifierons pas. qu'on spécifie, on n'en parlera pas du tout. Mais du coup, c'est en me cherchant pendant mes études supérieures, donc j'ai fait un cursus universitaire. Pendant ce cursus universitaire, j'ai vu plein d'autres choses, dont l'informatique. Et puis petit à petit, j'ai commencé à prendre cette tangente-là, de me dire, bon, l'informatique, c'est plutôt cool. Donc j'ai fait un DUG très généraliste avec de la Ok. mécanique, de l'électronique, de l'informatique. Je me suis orienté sur une licence informatique, maîtrise informatique. Et puis, premier job. Là, pareil, un peu douche froide, c'est-à-dire que peut-être que c'était trop tôt à l'époque. Ouais. Moi, j'ai un master en exploration informatique des données, donc plutôt tout ce qui est data mining, ce qui potentiellement serait big data aujourd'hui, etc. J'ai commencé en tant que développeur PHP Nice. sur une petite application pour le groupe Thales. Et ça a été, je trouve, une très belle expérience, première expérience. Parce que c'était à mi-chemin entre du data mining et puis de la création en fait d'applications. Alors à l'époque c'était site web. Ouais. Et puis ensuite c'était vraie douche froide, c'est-à-dire que vraie coupure, c'est qu'une fois que je sors de cette première création professionnelle, je me retrouve dans un monde où il y a très peu de besoins autour de ça. Par contre, il y a beaucoup de besoins autour de SIRH, il y a beaucoup de besoins autour d'applications site web ou autres. Mais plus orienté data Ok. et exploration de ce qu'on peut faire avec de la donnée. Donc c'est là que tu fais le premier switch.
Et c'est là où je fais le premier switch à me retrouver sur tout un tas de missions, à créer du site web, créer du back-office, et cetera, sur des technos que je connais pas du tout, avec un mindset qui est pas du tout celui que j'avais pendant mes études. Et après, vous voyez, peut-être 4-5 ans, je me trouve un peu essoufflé. Je me dis, en fait, le métier de l'informatique, c'est pas si fou que ça. J'ai beaucoup aimé tous les clients chez qui j'ai été, parce que j'ai fait beaucoup de gros groupes, j'ai fait beaucoup de missions pour l'armée aussi. J'ai vraiment adoré tous les secteurs d'activité, mais professionnellement parlant, en tant qu'informaticien, très vite, je me suis épuisé. Quête de sens? Quête de sens, quête de où est-ce que ça va m'amener, qu'est-ce que je réalise, ça sert à qui, voilà. Et puis il y a eu un switch avec première opportunité qui s'est créée sur de la gestion de projet. Et là, gestion de projet qui s'est redirigée petit à petit sur gestion de projet d'applications mobiles. Et là, c'est ce que je t'ai dit précédemment. C'est app mobile, je sais pas, ça a eu une bouffée d'oxygène incroyable. Je me suis dit, punaise, en fait, cet environnement, il est incroyable. Il y a plein de choses à faire, c'est bien plus simple, c'est plus à la portée de tout le monde et tu as un résultat quasi immédiat de quelque chose que tu peux utiliser dans ta main. Ouais, c'est Au visible. quotidien, Ouais. tu n'es pas obligé de lancer ton PC, d'attendre 20 minutes que ça démarre parce que, bon, fut un moment, c'était un petit peu les temps de démarrage des machines. Il n'y avait pas encore les M4. Et c'est là où il y a eu ce basculement, en fait, pour moi, le petit déclic de me dire je suis sur un environnement qui me permet d'accéder à bien plus de choses. Je peux toucher des gens directement. Ok. De plus en plus se met en place de l'open data qui nous permet de créer des petites applications. Alors, c'est pareil, c'est quelque part de l'innovation, c'est de se dire il existe de la donnée qui est utilisable par tout le monde, mais jusqu'à présent, personne ne l'a fait ou ne l'a pas exploité d'une certaine façon. Là, on peut le faire, peut-être plus simplement, peut-être dans un usage plus régulier. Je pense que c'est surtout l'usage plus régulier qui m'a inspiré. Et à partir de là, je me suis lancé un petit peu, pas tête baissée, mais avec All in. beaucoup plus d'engagement, avec beaucoup plus d'enthousiasme sur le métier. Après plus de 20 ans, le métier du digital, pour moi, c'est l'un des plus beaux métiers que je pouvais espérer. Donc la domotique, je me dis que j'en suis au final pas si loin que ça parce qu'on peut piloter énormément de choses et ça, c'est super cool. Mais en tout cas, c'est un métier qui est tellement, tellement ouvert, qui évolue tellement qu'en fait, tu as l'impression d'avoir un boulevard infini devant toi et tu peux vraiment t'éclater. Trop Mais métier extrêmement exigeant. Alors, une fois de plus, je ne connais pas les différents métiers du monde, mais c'est souvent quelque chose que j'essaye de dire à des personnes qui sont en reconversion professionnelle, parce que j'en connais pas mal qui sont dans cette philosophie-là, ou à des jeunes qui se lancent dans les métiers du digital. C'est qu'aujourd'hui, c'est un métier où il faut aimer apprendre, il faut aimer chercher, il faut aimer faire de la veille pour profiter de ce métier et le vivre pleinement, et puis surtout avec beaucoup de passion. Donc c'est comme ça que tu arrives dans le digital. Aujourd'hui, l'erreur qui t'a le plus apprise, ce serait quoi? Je dois en citer qu'une. Non, tu peux en citer plein. Tu pourras en citer plein. Xavier Niel disait que de toute façon, il n'est qu'une somme d'erreurs. Donc, Alors, c'est vrai. Et pareil, ça fait partie de toutes les choses qui émergent au fur et à mesure qu'on grandit, professionnellement parlant, c'est accepter ses erreurs et se dire que les erreurs, elles nous ont été bénéfiques. Grosses erreurs que j'ai faites et qui m'ont beaucoup appris, c'est être honnête et être transparent. Et moi, j'ai connu une situation où, vis-à-vis d'un client, on ne pouvait pas se permettre de dire certaines choses, donc on a fait un gros nuage de fumée autour d'un projet. S'empêtrer dans ce nuage de fumée et puis le jour où il se dissipe, se dire bah en fait on aurait pu faire les choses différemment, on aurait pu créer un cadre de confiance et on a décidé de ne pas le faire. Et on se rend dans une situation très conflictuelle qu'on n'arrive plus à démêler. Bah, très vite c'est gênant. C'est gênant personnellement, c'est gênant professionnellement parlant. Et puis tu sais que ce client que tu perds à cause de cette relation de non-transparence, bah, c'est un client avec qui tu ne pourras plus jamais travailler. ouais, c'est sûr. Et ça, c'est un fait. Donc, moi, ça a été un de mes premiers apprentissages, c'est mieux vaut affronter la difficulté tout de suite, plutôt que de laisser la situation un petit peu dans de l'inconnu
avec un gros nuage de fumée et puis, le jour où on est obligé de dissiper ce nuage de fumée, se retrouver dans une situation qui est plus du tout adressable. Une perte de confiance et puis une perte d'envie de travailler ensemble. Ouais, je crois que c'est une question de positionnement et d'envie de collaboration au quotidien, et Mmh. ça fait très écho aussi au nom de ce podcast, One Shot, qui est pour nous, le meilleur moyen pensé de version one shot, de rater des choses. Parce que forcément, tu te projettes pas sur, la durée, tu te Ouais, projettes sur, un instantané, un éphémère et moi, je pense que ça fonctionne pas. c'est ça et Donc et je vois très bien le type de difficulté que tu as pu vivre, sur cette dernière expérience-là, ouais. et puis une autre, je pense qu'une autre erreur, que j'ai commise, c'était, pas avoir assez confiance en moi et ça, pareil, c'est quelque chose que tu apprends, avec le recul et les années et de te dire que, il y a des moments de ta carrière où tu aurais pu, où tu sais qu'en fait, tu allais à l'encontre de tes convictions ou bien tu te mettais des freins, bah, c'est la meilleure chose pour pas avancer, en fait et au final, une fois que tu le découvres, que, se mettre des freins, c'est pas la bonne chose, qu'il y a plein de façons de lever ces freins-là. Ça aboutira ou pas sur, ce que tu as envie, là où tu as envie d'aller, mais en tout cas, tu auras fait le test. C'est aussi la meilleure façon d'évoluer. Quand tu dis frein, c'est, ta volonté à ne pas faire des choses, parce que tu penses que ça te convenait pas? Ou est-ce que c'était plutôt une question de frein par rapport à de potentielles croyances limitantes que tu pouvais avoir? Alors, c'est plus la croyance limitante, effectivement. C'est dire que, j'aimerais faire ça, mais, j'en ai pas la capacité. Ou bien, j'aimerais, lancer, telle fonctionnalité, mais elle marchera pas. Pourquoi je vais la lancer? Donc vraiment, cette partie croyance limitante, à 100. Tu as forcément des compétences diverses de management, des compétences aussi techniques. Ce serait quoi le projet? Si tu étais pas chez Accor aujourd'hui, tu aimerais faire quoi? Tu aimerais créer quoi, en tant que doueur? J'ai un pseudo esprit, auto-entrepreneurial. Ouais, Pseudo esprit parce que, j'ai beaucoup d'idées qui fusent, bonnes ou mauvaises, aucune importance. on ne saura jamais. Mais j'ai beaucoup d'idées qui fusent. Par contre, je n'arrive pas en fait à me lancer, heu, en solo ou, avec un petit accompagnement de personnes. Donc là, c'est pareil, ça fait partie un petit peu de moi-même. Donc me dire aujourd'hui, en tant que doueur, avec toutes les expertises que j'ai pu accumuler ces dernières années, dans quoi je voudrais me lancer? Je ne sais pas encore. Ce qui est sûr, c'est dans quoi je me lancerai plus. Il y a peut-être encore quelques mois de ça, peut-être 1 an, 2 ans, je me disais, «Ouais, il faut se lancer, dans des applications mobiles qui feront ci, qui feront ça». Je pense qu'aujourd'hui, se lancer sur un secteur unique et très fermé, est une mauvaise idée. Peut-être qu'il faut, tout de suite voir, plus vaste et se dire que, voilà, moi aujourd'hui, cet amour que j'ai pour les applications mobiles, petit à petit, je me dis: «Il faut que je lâche un peu de lest et que je vois plus large pour justement, mieux anticiper, les mouvements du monde». Et ça voudrait dire quoi en termes de métier? Ça voudrait dire un jour, pourquoi pas être, CTO ou gérer des parties web, L'avenir nous le dira. tu viens de le dire. OK. En dernier point qu'on pourrait, avoir pour, les personnes qui nous écoutent et que ce soit des pairs ou des personnes qui veulent se lancer sur, de la tech, que ce soit dans un grand groupe, que ce soit en individuel par, leurs propres compétences, tu conseilles quoi à un nouvel entrant aujourd'hui? Ou à une Un personne qui est même peut-être déjà présente, mais qui se pose des questions sur son avenir dans le monde de la tech? 1re chose, une fois de plus, rester ouvert. Rester ouvert à ce qui se passe, c'est le point le plus important et c'est vraiment, je pense un des meilleurs conseils. Rester ouvert à ce qui se passe, c'est-à-dire qu'une fois de plus, hein, je vais faire partie du sujet IA qui est un très bon exemple. Aujourd'hui, se dire que, il faut pas se lancer dans l'IA, mettre des freins et se fermer toutes les opportunités, c'est une mauvaise chose. Mieux vaut tenter, essayer les choses au risque de se tromper, mais au moins on a eu cette expérience-là et on a mené le projet, plutôt que de se dire, «Je reste dans ma coquille, je me ferme à ce monde qui évolue en pensant que, je serai protégé». Donc mieux vaut anticiper énormément l'avenir, parce qu'il y a énormément de choses à faire, mais ces choses ne seront pas celles qu'on vit aujourd'hui.
Donc en tant que développeur, par exemple, si un nouvel arrivant ou quelqu'un qui est sur place depuis peu de temps se dit bah, moi je serai développeur de telle techno toute ma vie et c'est dans ça que je veux me spécialiser, je pense que c'est tout de suite à remettre en cause et se dire vois plus largement. Est-ce qu'on peut dire que c'est un red flag même? Je sais pas, c'est un terme red flag que j'emploie très peu. Parce que du coup, la tech, ça veut dire beaucoup aujourd'hui. Tu as Oui. énormément de nouveaux acteurs, des écoles qui créent beaucoup de bootcamps, donc de nouveaux entrants, des sortants, des gens qui changent de métier. Une possibilité aujourd'hui à faire de la tech sur des statuts différents, dans des grands groupes, dans des petites boîtes, des PME, des scale-up, des startups. Bref, tu peux aller globalement où tu veux en tech. Et tu as ce grand débat qui revient de manière incessante, le CDI ou le freelance. On en pense quoi, David Kéchinger? CDI ou freelance, gros débat, effectivement, un débat parfois houleux. Ouais. Moi, je suis absolument pas fermé, ni aux idées des uns, ni aux idées des autres. J'ai toujours été salarié, pour le coup. Alors, je pourrais pas dire si le freelancing, c'est bien mieux ou c'est le mal absolu. Ouais. Par contre, je connais bien le monde du CDI, donc je peux aussi voir les bons côtés comme les mauvais. J'ai connu le monde des ESN, la moitié de ma carrière en société de service, donc je peux aussi dire qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était pas bien. Et j'ai connu le monde du CDI dans ce qu'on appelait à l'époque le client final, quand on était en société de service, c'est-à-dire que tu rejoins un groupe et puis tu passes une partie de ta carrière dans ce groupe-là. Tout ça, c'est qu'une question d'inspiration, je pense. Si les gens ont envie d'être indépendants et de mener leur barque comme bon leur semble, c'est très bien. Et je pense qu'il faut se lancer dans ça. Des personnes qui ont besoin d'un cadre peut-être différenciant et ce cadre, ils le trouvent dans du CDI, en fait, c'est très bien. Et puis lancez-vous dans ça. Il y a aucun souci avec ça. Je pense que ce qui fait le plus mal aujourd'hui, c'est cet aspect comparatif Mmh. de un bon métier, c'est celui-là. Et il faut être dans cette case-là pour avoir réussi sa vie avec des normes d'influenceurs ou des normes actuelles. On peut lancer le même débat sur full remote ou remote partiel ou pas de remote du tout. Moi, je pense que tout le monde n'est pas fait pour faire du freelancing. Tout le monde n'est pas fait pour faire du full remote. Tout le monde n'est pas fait pour être en présentiel. Tout le monde n'est pas fait pour du CDI. Chacun doit trouver son inspiration, par contre, dans le respect des autres. Et c'est plus ça, je pense, le point important. Respect des autres, c'est effectivement quand tu es face à tes collègues, qu'ils soient en CDI, qu'ils soient en freelance, c'est qu'un statut en fait. Aujourd'hui, il faut être le même job, vous avez la même volonté, vous avez les mêmes aspirations, et c'est ça qui devrait driver plutôt les métiers. Les métiers et les rencontres. Moi, je le vois assez souvent, c'est que je me retrouve face à des personnes, puisqu'on a dans les équipes pratiquement 70% de prestations de services, je me retrouve assez souvent en entretien avec justement cette envie de montrer que potentiellement, moi, je suis freelance et voilà mon mode de fonctionnement et c'est celui-là et pas un autre. Ou bien moi, je suis en société de service et on m'impose de fonctionner comme ça et pas d'une autre façon. En fait, nous, on est là pour travailler ensemble. Et c'est juste ça qui compte. Et si aujourd'hui, le cadre qu'on te propose n'est pas le cadre que tu souhaites, c'est juste fait qu'on n'est pas fait pour bosser ensemble aujourd'hui. Et moi, j'ai aucun souci avec ça. Il ne faut pas que ça crée non plus du souci auprès des gens. Et ça ne doit pas créer des débats à l'infini. Ouais, effectivement, je pense que c'est une question de choix personnel aussi. Mm. Que forcément, tu as des personnes qui vont avoir plus je sais pas, de capacité personnelle à se lancer dans le vide si on parle du principe du freelancing en se disant que c'est C'est aussi ça. une aventure entrepreneuriale, etc. Versus d'autres qui vont préférer être sur un régime de CDI pour la sécurité. Or, l'un et l'autre peuvent dire sécurité et peuvent dire retombées financières aussi. Enfin, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé TAS, parce qu'on pense que typiquement c'est une question de choix et qu'en vrai, un client ou un consultant ou quelqu'un qui fait partie du monde de la tech de manière générale vient satisfaire un envie et un enjeu de croissance, de développement personnel au travers de son métier. Mm. Et qu'in fine, tu ne devrais pas forcément avoir besoin de choisir entre l'un ou l'autre, mais plutôt de se dire, OK, quelles sont les structures qui me permettent de faire soit l'un, soit l'autre, C'est ça. quelles que soient les conditions, parce que c'est juste des statuts, et après ton métier, ton rôle reste le même. Il y a peut-être quand même une différence fondamentale en fait. Et pareil, je le vois avec le recul et puis toutes les personnes qu'on peut rencontrer. C'est aujourd'hui pourquoi, par exemple, je me mets en tant qu'indépendant ou pourquoi je me mets en tant que CDI, qu'importe. Mm. Mais si je me mets dans le pourquoi je me mets en tant qu'indépendant et donc en tant qu'auto-entrepreneur, quels sont les efforts que je vais mettre en place pour ce métier? Quels sont les efforts que je vais mettre en place pour évoluer? Quels sont les efforts que je vais mettre en place pour justement avoir le choix
d'être un jour développeur, le lendemain accepter une mission en tant qu'architecte, etc. Et de ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent en tant que freelance auto-entrepreneur, mais qui n'ont pas en fait ce mindset de freelance et d'auto-entrepreneur. Et qui y vont certainement pour des mauvaises raisons ou drivés par des raisons qui ne sont pas les raisons qui les amèneront sur la voie d'une réussite ou d'un épanouissement. Et ça, je pense que c'est le plus gros risque aujourd'hui, et c'est pour ça que tout à l'heure j'utilisais le terme influenceur, c'est que de ce que je vois, et pour en avoir parlé avec certaines personnes, il y en a beaucoup qui en reviennent de ce statut de freelance et qui se sont dit, en fait, je me rends compte que c'était absolument pas pour moi. Moi, j'ai besoin d'un cadre plus particulier, j'ai besoin que on m'accompagne pour être formé, qu'on m'accompagne pour évoluer dans la vie. Il y en a d'autres, au contraire, qui ont déjà cette maturité et qui savent se gérer et gérer leur carrière. Mais on n'a pas tous cette même facilité, en fait, à évoluer et à se faire évoluer. Et pour moi, le statut, du moins l'aiguillage, c'est ici qu'il doit être. Je me sens autonome, je sais à peu près où j'ai envie d'aller et je sais les efforts que j'ai envie d'y fournir. Potentiellement, je suis peut-être plus fait pour être dans le freelancing et être auto-entrepreneur. Pour l'un ou pour l'autre, quoi. Ok, je comprends. Mais effectivement, aujourd'hui, je pense que il y a une dérive qui se fait et que cette dérive, elle est à ce niveau-là. Ce petit aiguillage de me dire, est-ce que moi, en tant que personne, je me laisse influencer par une typologie de statut ou est-ce que j'assume à 100% ce statut-là parce que je sais que c'est ce qui me convient et c'est dans ça que je vais m'épanouir et j'aurai matière à évoluer. Il n'y a plus qu'à pour ces personnes. Il n'y a plus qu'à. Toi, t'en penses quoi? Parce que toi, au final, tu as fait les deux. C'est un peu une des forces que tu as, c'est que tu as été en CDI et puis tu as été auto-entrepreneur. Ouais, au final, j'ai effectivement fait les deux. J'ai commencé, moi, de mon côté, par que du CDI. Enfin, j'ai fait d'ailleurs même à l'époque beaucoup d'alternance. J'ai voulu aller très, très vite dans le monde de l'emploi parce que moi, j'ai un vrai problème entre théorie et pratique. C'est deux mots qui sont beaucoup trop distendus pour moi et j'ai besoin d'être dans le concret pour comprendre ce qui se passe vraiment et quelles sont les attentes des gens avec lesquels je travaille, fondamentalement. Parce que tu as beaucoup le yaka faucon. Et en fait, le yaka faucon, dans les faits, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe vraiment. Et donc, quand notre boîte a été rachetée, moi, je me suis dit, je crois que j'avais toujours un peu cette idée de créer un truc. Plus petit, quand je m'en souviens, je me disais, un jour, je donnerai du travail aux gens. Me demande pas pourquoi, je sais pas, mais j'avais cette idée de un jour je donnerai du travail aux gens et je pense qu'aujourd'hui c'est ce que j'arrive à faire et je pense que j'arrive à leur permettre d'intégrer un job, une équipe, un environnement qui peut leur plaire, quelle que soit la modalité contractuelle qui va derrière. Ça m'intéresse pas tant. L'idée c'est plutôt de se dire que dans un monde où tu as le choix de bosser avec n'importe qui, tu fais le choix de bosser avec des personnes très spécifiques et pour plein de raisons. C'est, je pense, pour ça qu'aujourd'hui, TOS réussit à grandir et à prospérer à l'instant T. Donc ça, c'est très, très cool. Et je regrette pas mon choix d'avoir, à minima, tenté. Je pense que j'aurais été très déçu de me réveiller dans 20 ans en me disant « Merde, je voulais le faire et je l'ai pas fait ». Et je suis un peu drivé par le « pourquoi pas ?» en me disant que tant que tu l'as pas initié, tant que tu l'as pas testé, tant que tu l'as pas éprouvé, que tu n'as pas en tout cas essayé de donner au moins 95% de l'effort nécessaire à sa réussite, tu peux pas dire que ça fonctionne pas. Et c'est un peu comme ça que je fonctionne au quotidien, déjà un peu avant, mais aussi avec TOS aujourd'hui. Ok. Et ouais, je pense que c'est une vraie question de perception de choix et de besoins individuels. Je me sens pas moins en sécurité maintenant. Et pour autant, c'est un job qui est prenant, complet. Quand tu deviens chef d'entreprise, t'es au four et au moulin constamment. Les vacances sont réduites parce que forcément, t'es présent pour tes clients et c'est très cool. Et tu te dis forcément que tu as des dépendances clients, consultants, mais tu as aussi des responsabilités de fait entre tes clients et tes consultants. Là où parfois tu peux te dire qu'en CDI, tu as moins de pression, tu pourrais te dire en fait, je suis là pour satisfaire le projet de quelqu'un d'autre. J'ai pas forcément besoin de me donner à 100%. Et c'est OK. Et c'est comme ça que moi j'arrive à trouver mon équilibre entre vie pro et vie perso, en me disant que oui, je suis responsable entre guillemets à 100% des outcomes qui vont arriver. Mais je suis aussi responsable de ma santé et de mon bien-être en me disant que si un jour faut que je cut, je cut. Ouais. Et moi, ça fonctionne pour moi. Ça fonctionne pas forcément pour d'autres. Et moi, je vois ma compagne qui aujourd'hui est en CDI et qui est directrice de la communication. Elle a un job qui est ultra prenant. Et ça lui va tout à fait aujourd'hui d'être dans une entité tierce plutôt que d'avoir sa propre structure, etc. Avoir sa propre structure ne veut pas forcément dire épanouissement.
Ça dépend vraiment de comment tu vois ta vie au quotidien, des projets que tu as et de ce que tu penses être des critères de réussite. C'est ça. Moi, je pense que c'est beaucoup de liberté d'action. Il y a un truc que je pense que j'aime pas forcément, c'est la hiérarchie en dépit de la bonne intelligence. Et donc, à partir du moment où je vois un truc comme ça, je bloque. Et je me dis, bah, les gars, c'est un peu con ce qu'on est en train de faire. Pourquoi on ferait pas différemment? Et si j'en arrive à me dire ça, je me dis, bah, ok, c'est bon, je suis pas au bon endroit et il faut que je parte. Et tu vois, Alexandre Astier disait ça m'a fait beaucoup rire quand j'ai vu son émission sur, je sais plus comment ça s'appelle, l'émission avec Yann Kojandi, bref, je sais plus comment ça s'appelle là. Hot Ones, ouais, tout à fait. Et il a dit un truc très juste. Déjà, je ne bosse plus avec des connards. Parce que c'est con à dire, mais en vrai, si tu peux pas bosser avec quelqu'un avec qui tu auras envie de prendre un café, on va se faire chier, quoi. C'est exactement ça. Et je me suis rendu compte avec la naissance de mon fils que j'allais crever. Ouais. Et donc, il faut qu'aujourd'hui, dans ma life, je fasse des choses qui me plaisent, que je bosse avec des gens qui soient des gens sympas, qui se prennent pas la tête et qui ont envie de faire du bien autour d'eux. Et si c'est pas le cas, je me lance pas dedans. C'est pas la peine, ça m'intéresse pas et je vais y perdre mon âme. Et c'est pas mon objectif. Et la deuxième phrase, c'était que quand t'es pas bien à un endroit, ça peut arriver. Mais si ça fait effectivement très très longtemps que t'es pas bien à un endroit, faut y aller, quoi. Et moi, je me souviens avoir dit à ma compagne, je vais démissionner. Parce que j'en ai parlé pendant, je sais pas, 6 mois. Et un matin, je me suis réveillé, je me suis dit, ça fait pas 6 mois que je te dis que je vais démissionner et que je l'ai pas fait. Elle m'a dit, ouais, si. Elle m'a dit ça, je me suis dit, en fait, il faut que j'arrête de dire que je vais faire un truc et de pas le faire. Et c'est très dur d'entrer dans l'action et d'acter que ça y est, il faut le faire. C'est une logistique mentale qui est complexe parce qu'en fait, finalement, t'es bien. Ouais. T'es dans ton quotidien, dans ta zone de confort et tu peux ne rien changer et ça va. Et à ce moment-là, je me suis dit, non, en fait, je veux pas être la personne qui se dit qu'elle va faire un truc et qui va pas oser le faire. Que je réussisse à le faire, c'est une autre histoire et je pense que ça dépend de plein de facteurs. En revanche, que tu oses le faire et que tu oses te dire, putain, j'ai tenté, ça, c'est autre chose. Et je pense que c'est ça qui définit peut-être un entrepreneur aujourd'hui, c'est est-ce que tu as osé ou pas le faire. Complètement. Et moi, je suis en phase pour dire que c'est pas fait pour tout le monde. Tu vois, on s'en parlait avec Elsa, notre chargée de com côté TOS, et elle m'aide beaucoup sur tout ce qui est stratégie de contenu, etc. Et à un moment, je disais, mais Elsa, il y a ce qu'on fait, ce qu'on veut faire, ce qu'on dit qu'on fera, et ce qu'on met au milieu. On peut globalement décider d'être une société comme les autres, d'avoir des événements comme les autres, d'avoir un site comme les autres, bref, de faire exactement comme les autres, mais juste d'être nous. Et moi, je me dis, je veux pas faire ça. Je veux faire un truc qui sorte un peu de l'ordinaire. Pas forcément parce qu'on révolutionne 100% du marché et du secteur, mais parce qu'on va vraiment y aller avec une détermination et une envie de faire mieux, sincère. Et tu vois, là, ce podcast, pour moi, c'est cette expression-là, c'est que on aurait pu faire un podcast ou juste un meet sur Google en se disant, tiens, on se connecte en visio et on échange, et le résultat pourrait être similaire. Mais ce qu'on vit quand on le fait est fondamentalement 200% différent de ce truc-là. Et c'est pour ça que je veux réussir à laisser une trace de mon passage en me disant que j'ai donné 100% de ce que je pouvais faire, j'ai donné 100% de mon énergie et de mon envie à faire mieux, à me challenger, à aider autrui. Et je pense que ça sera ma plus grande réussite. Juste me dire que j'ai osé faire un truc qui me donnait un peu de sens et de caractère. Est-ce que tu penses que tu n'aurais pas réussi à faire ça dans un CDI? Je pense que j'aurais pas réussi à le faire parce qu'après, tu as une question de mandat. Et quand je dis de mandat, c'est quelles sont les frontières du bac à sable qu'on te donne pour exécuter. Bah écoute, merci beaucoup David. Merci à toi Alex. Très cool d'avoir pu échanger et voir ta perception un peu du monde de la tech, tes réussites, tes échecs. Je pense que ça va apporter beaucoup aux personnes qui peuvent se demander déjà, qui est David qui est changé. 2, qu'est-ce que fait Accor et qu'est-ce que ça veut dire de travailler sur un produit tel qu'une application de Reza Worldwide. Et 3, garder l'esprit ouvert. Complètement. Merci David. Merci bien.